Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier volet de notre série sur l'histoire des bibliothèques, avec, pour conclure cette période, cette série en beauté, on va aborder l'évolution des bibliothèques au cours de la période contemporaine, en choisissant comme axes principaux le 19e siècle et le 20e siècle, qui sont, on va dire, les 2 siècles les plus traités pour la période contemporaine. Le choix du 21e siècle n'est pas toujours forcément abordé de façon générale en histoire, et là, dans ce cas-ci, ne le sera pas du tout, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore suffisamment de recul vis-à-vis du 21e siècle, du moins du début du 21e siècle, et que ça fait partie plus ou moins de l'histoire récente. Donc il faut un certain nombre de reculs, il faut un certain nombre de bilans avant de pouvoir vraiment retrouver le 21e siècle dans une époque beaucoup plus contemporaine. Donc c'est un choix plus ou moins délibéré que j'ai décidé de ne pas l'aborder. Donc je vais plus m'axer sur le 19e, les évolutions du 19e siècle, avec tout ce qui est bibliothèque nationale, bibliothèque scolaire, bibliothèque universitaire, et le 20e siècle notamment avec on va dire la révolution, l'évolution de ce qu'a été le numérique pour les bibliothèques, et c'est les conséquences de ce dernier, et aussi une évolution dans la professionnalisation du métier de bibliothécaire au cours du XXe siècle. Le 19e siècle se caractérise par quoi? Il se caractérise notamment par un essor de la production du livre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous l'avons déjà vu dans les autres vidéos de la playlist que je vous mettrai juste ici au niveau du petit i, que vous pourrez retrouver et que je vous conseille d'aller voir avant de regarder cette vidéo, autrement vous allez être perdu. Donc par l'essor de la production du livre, mais aussi des périodiques. Les périodiques sont plus ou moins des magazines, entre guillemets, des revues, qui sont la plupart du temps des revues scientifiques. En plus de ça, on avait aussi le développement et la diversification des bibliothèques. La diversification des bibliothèques, on va y arriver, c'est ce je vais vous expliquer un peu plus tard dans l'exposé, notamment pour le 19e siècle. On assiste également à une formation et aussi à une proposition d'adaptation beaucoup plus large de la part des bibliothèques, notamment pour un public beaucoup plus grand, beaucoup plus varié. Il faut savoir que les bibliothèques, jusqu'à une époque, pas récente, mais jusqu'à à peu près la fin de l'époque moderne, c'était principalement destiné à des chercheurs, des étudiants, des savants, et très peu, en fait, on va dire, aux novices ou aux profanes. Il y avait des bibliothèques profanes, comme je vous l'avais dit, chez les grands de l'époque ou ailleurs, mais on va dire que le public lambda ne pouvait pas y avoir accès, ou du moins très très peu. On retrouve tout un tas de petites bibliothèques qui vont se former, notamment ça va être le cas pour les bibliothèques scolaires, populaires, mais également paroissiales. Les bibliothèques paroissiales existaient déjà, notamment celles qui se trouvaient dans les églises et les cathédrales, déjà dès le Moyen-Âge, et qui vont compléter un peu ce service, ce cercle en fait de ce que constituent les bibliothèques. On va voir aussi une affirmation de ce qu'on avait appelé les bibliothèques nationales, et également un développement prononcé des bibliothèques universitaires et des sociétés savantes, mais plus universitaires. Les bibliothèques nationales sont principalement alimentées par le dépôt légal et les dons. Alors le dépôt légal, je vous avais déjà expliqué ce que c'était. C'est en fait une œuvre, avant d'être produite au plus grand nombre au public, un exemplaire doit être déposé en dépôt légal. Ça, c'est toujours le cas à l'heure actuelle pour les films, pour les livres, pour les BD, pour tout ce que vous voulez, pour toute œuvre culturelle. Vous avez toujours cette notion de dépôt légal. En 1810, soit un peu après Napoléon, voire carrément un peu avant le retour de notre cher Bonaparte au pouvoir, la Bibliothèque nationale est chargée de l'établissement d'une bibliographie nationale.
c'est-à-dire qu'on va recenser en fait toutes les références d'ouvrages que l'on connaît dans des domaines précis, et on va les classer tout simplement. De 1855 à 1865, donc soit une dizaine d'années, on va voir la production des premiers livres qui vont traiter de l'histoire de France. Alors, ça s'est déjà vu de vouloir créer cet engouement pour écrire l'histoire de France ou l'histoire régionale, c'est déjà vu, mais ce sera peut-être beaucoup plus visible, et c'est beaucoup plus visible au 19e siècle. L'administrateur général de l'ABN, on va dire BN pour Bibliothèque nationale, qui n'est autre que Léopold de Lisle, comment ça se prononce, se lance un peu dans l'élaboration d'un catalogue, mais d'un catalogue un peu particulier, puisque ce sera notamment par auteur dans les imprimés principalement. Ou même cette idée, il va tout simplement la pêcher dans l'organisation du British Museum à Londres. Donc on voit quand même une volonté de revoir un peu l'organisation, de revoir les méthodes anciennes au niveau du catalogage, pour pouvoir l'améliorer et que ce soit beaucoup plus simple. On assiste aussi à une réorganisation des bibliothèques universitaires. Je vous rappelle que les bibliothèques universitaires existent depuis le Moyen-Âge. Ce sont des bibliothèques qu'on trouve principalement dans les facultés et dans les départements. Même si on ne parle pas forcément de départements trop à cette époque-là. Mais ce sont des bibliothèques qui sont connues, mais qui n'ont pas forcément, un pôle central, si on peut dire ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi peu après. On va créer surtout ce qu'on va appeler, à cette époque-là, des bibliothèques centrales. Donc vous avez les bibliothèques universitaires, qui étaient déjà présentes au Moyen-Âge, mais là vous allez avoir la création de bibliothèques centrales, donc ce qu'on va appeler, nous, communément, les étudiants, les BUC. Ces bibliothèques-là sont l'ancêtre de nos BUC. Ces BUC vont se retrouver principalement, et pas forcément que principalement, on va retrouver sur tous les campus universitaires. Donc si on regarde bien, si on prend le cas de Toulouse, par exemple, Toulouse actuelle, on retrouve une BUC à Paul Sabatier, à Capitole, ce que nous on appelle Capitole, mais c'est Toulousain Capitole, mais c'est l'université Toulouse 1, Toulouse Capitole 1, et à l'université Jean Jaurès. Ça, ce sont nos BUC. Et à cette époque-là, on les a créés. L'époque, le 19e siècle a créé les premières bibliothèques centrales en France. Ces bibliothèques universitaires centrales bénéficient d'un financement régulier et un bibliothécaire professionnel ayant passé un examen professionnel. Désolée si vous entendez des bips réguliers. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'on va mettre dans ces bibliothèques universitaires, donc au milieu de chercheurs et d'étudiants, des professionnels du livre, des professionnels qui connaissent la bibliothèque et qui en ont la responsabilité, qui sont formés pour cela. Ça n'a pas toujours été le cas, on va le voir pour les bibliothèques nationales. Ce sont principalement, dans ce cas-ci, des érudits, des auteurs, mais pas des professionnels. Et c'est un peu malheureusement un problème, parce que tout simplement, un auteur n'a pas forcément les connaissances et les qualités requises pour gérer une structure aussi grande que peut l'être une bibliothèque. À côté de cela, on va aussi assister à un très 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 lent développement des bibliothèques publiques. Ce n'est qu'à partir peut-être de ce qu'on avait appelé la monarchie de Juillet qu'on va voir un souhait d'inclure les bibliothèques municipales surtout. Bibliothèque publique, bibliothèque municipale, c'est un peu pareil, plus ou moins, dans un système plus éducatif, mais aussi dans un contrôle de leur activité. On veut contrôler ce que les bibliothèques ont dans leur rayonnage et ce qu'elles achètent. Le but éducatif, c'est aussi cette volonté
d'instruire le plus grand nombre autant que possible. Je vous ai toujours dit tout au long de cette série de vidéos que les bibliothèques ont pour but de conserver le patrimoine, avant toute chose, mais aussi elles ont un but indirect qui est l'éducation et le savoir. Ben là, on commence un peu à comprendre qu'il faut inclure les bibliothèques publiques, municipales publiques si on veut, dans une espèce de programme, de micro-programme pour pouvoir en fait éduquer les gens. En 1939, nous avons le ministère de l'Instruction publique institue une espèce de comité d'achat, donc d'achat de livres, ainsi qu'une obligation pour les bibliothèques de faire un certain nombre de rapports et un certain nombre de catalogues. Pourquoi ? Dans une volonté peut-être aussi de savoir ce qui est le plus consulté, ce qui est peut-être le plus lu, mais aussi peut-être dans un but, peut-être aussi de voir ce que le rayonnage contient et qu'il n'y ait pas de livres ou d'ouvrages interdits par la censure. Je rappelle que c'est à l'époque du 19e siècle, beaucoup d'auteurs de littérature ont été interdits, ont été censurés parce que pas dans les bonnes mœurs, parce que pas contestataires politiques et j'en passe. Des auteurs comme Baudelaire ou Oscar Wilde ont été longtemps censurés parce que l'un était ce qu'on peut appeler plus ou moins un déviant, et l'autre avait des tendances homosexuelles qui n'étaient pas forcément ultra bien vues à l'époque. Donc, beaucoup d'auteurs ont été censurés et on voulait voir si les bibliothèques aussi de l'époque n'en contenaient pas par erreur ou par volonté délibérée. Ça peut paraître fou, mais malheureusement, il y a eu des périodes où oui, il y avait un certain contrôle des écrits, il y avait un certain contrôle des publications, et malheureusement, les bibliothèques ne faisaient pas exception. La bibliothèque, c'est aussi un endroit un endroit de sociabilité, un endroit où les gens aimaient bien se retrouver, pour travailler ou pas travailler, pour se rencontrer tout simplement. C'est un endroit social. Ces bibliothèques publiques notamment, sont alimentées comment ? Elles sont alimentées notamment par des dons ou par des legs, mais aussi par des acquisitions faites par ces dernières. Les dons et les legs, j'en avais déjà parlé sur mes travaux par rapport au Moyen-Âge, ce n'était pas rare qu'on léguait des livres à des institutions, une bibliothèque est une institution, qu'on le veuille ou pas, ce n'était pas quelque chose de rare. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des fois des auteurs, à cette époque-là, c'est pour ça qu'on retrouvait des auteurs, un certain nombre d'auteurs, voilà. Concernant la formation du bibliothécaire eux-mêmes, c'est ce que je vous expliquais pour les bibliothèques, non pas nationales mais publiques, mais ça sera un peu le même problème. Enfin, les bibliothèques publiques et non pas, voilà, c'est ce que je voulais dire. On a un gros problème, c'est que par rapport à la bibliothèque nationale, et plus particulièrement plus peut-être pour la bibliothèque universitaire, ça sera plus visible pour celui-là, on n'a pas de bibliothécaire professionnel. C'est là le contraste un peu, c'est ce que je vous disais pour le bibliothécaire professionnel dans les bibliothèques publiques, enfin pas publiques, universitaires. En bibliothèque publique, ce n'est pas le cas. C'est ce que je vous disais, ce sont principalement des érudits, des membres de sociétés savantes, enfin des gens qui ne sont pas du métier. Ces gens n'ont donc pas de formation, technique, ils ne savent pas tenir une bibliothèque, ils n'ont pas, on va dire, ils n'ont pas les arcanes pour pouvoir la gérer. C'est pour ça qu'on commence à vouloir professionnaliser la fonction dès cette époque, mais ça se fera excessivement lentement. Ça se fera lentement, toutefois, il faut quand même souligner la création de l'école des chartes en 1821, où on va voir que plus d'un tiers des élèves occupent des postes de bibliothécaires dans les bibliothèques publiques. Et c'est déjà un gros avancé d'avoir créé une structure exprès pour justement pour former les futurs bibliothécaires.
pour ainsi probablement se mettre à la même hauteur que ceux qui travaillent en université. Enfin, moi en tout cas, j'aurais tendance à avoir une volonté de vouloir se mettre au même niveau de professionnalisation que ceux qui travaillent à l'université. Ce qui serait entre nous pas une mauvaise chose. Ce qui n'a pas été une mauvaise chose en soi. Entre 1879 et 1893, on assiste à la création du tout premier diplôme de qualification concernant le bibliothécaire. On va avoir le certificat d'aptitude au fonctionnement des bibliothèques, donc un premier certificat pour les bibliothécaires, mais ça reste quelque chose qui est pas suffisamment poussé. On verra plus tard dans l'exposé que cette volonté de former les bibliothécaires se caractérisera et prendra un caractère beaucoup plus poussé au XXe siècle. Au Second Empire et même sous la Troisième République, donc c'est-à-dire avec tous les MacMahon et compagnie à peu près sous la Troisième République, on assiste à un boom en fait des bibliothèques scolaires. En 1862, chaque école doit avoir une bibliothèque scolaire. Ça devient quasiment une obligation. Les bibliothèques scolaires vont avoir un certain rôle plus au XXe siècle qu'au XIXe. Mais on le verra après. On va le voir même de suite. Au XXe siècle, qu'est-ce qu'on peut dire? Le XXe siècle a connu les deux grandes guerres, la guerre froide et compagnie, on est bien d'accord. Mais concernant les bibliothèques, qu'est-ce qu'il faut souligner en premier lieu? Déjà, on constate une explosion démographique. Alors ça, vous allez me dire, les deux grandes guerres sont passées par là, mais après les deux grandes guerres, les baby boomers et tout le reste, on a plus ou moins rattrapé notre retard, même si c'est pas totalement encore le cas. On assiste à une amélioration du niveau de l'instruction. Beaucoup d'enfants vont au-delà du collège et du lycée, notamment au-delà du collège. L'instruction est poussée normalement jusqu'à l'âge de 16 ans, mais on va au-delà. Les parents veulent que leurs enfants aient une meilleure instruction que ce qu'ils ont eu, et c'est encore le cas. Et un accroissement de la production d'imprimés et de la multiplication des supports. Multiplication des imprimés, vous allez me dire, c'est quoi? C'est déjà les ouvrages, les livres, mais tout ce qui est BD, magazines, revues, tout en fait la presse que nous connaissons, ça constitue une évolution dans les supports et supports imprimés, mais aussi vous avez le cas des supports numériques. J'y viendrai après, donc dans même pas 2 secondes pour le numérique. Vous avez aussi les images animées et la musique qui font leur entrée, notamment sous forme de partitions pour la musique dans les bibliothèques, mais pas que. Et nous avons également, ajouté à cela, le son, tout ce qui est CD, notamment tout ce qui est CD, CD, DVD et tout ça, mais aussi les images animées. Et concernant le numérique, ça va se caractériser par une adaptation des bibliothèques concernant le numérique au niveau de leur catalogue. Beaucoup de bibliothèques vont être forcées, et beaucoup par la force des choses, à se mettre au numérique pour beaucoup de raisons. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ces raisons? Les raisons, c'est toutes simples. Ça se caractérise par une évolution progressive des besoins des usagers, une évolution progressive des contenus, des demandes et de l'offre. Il faut multiplier les offres pour que la bibliothèque survive. Donc, t'as pas trop le choix. Le bibliothécaire et la bibliothèque doivent se mettre au numérique, doivent numériser ses catalogues, doivent fournir un certain nombre de prestations pour pouvoir être attractive et attirer le plus de monde et plus ou moins fidéliser le plus de monde. L'évolution des comportements
va pousser la bibliothèque moderne, la bibliothèque du XXe siècle, notamment deuxième moitié du XXe siècle, à évoluer. Depuis, enfin, en France, et notamment après 45, on constate, par rapport au pouvoir public, un désintérêt total, public et politique, un désintérêt total de la question des bibliothèques. Mais alors, rien à faire, rien à faire. C'est carrément, c'est tout à fait secondaire et bon, on va dire, on met ça un peu de côté. Ce désintérêt commence un peu à s'atténuer, voire à disparaître, car on prend conscience qu'il faut intégrer les bibliothèques dans le champ d'activité, c'est-à-dire dans le champ d'activité non seulement éducatif mais aussi culturel. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a il manque le côté professionnel et les professionnels justement de ces structures manquent cruellement de poids et manquent cruellement d'influence. Cela se traduit notamment cet intérêt et même, cet intérêt puis ce réveil, on va dire, des pouvoirs publics et politiques par une prise de conscience non seulement par l'État, mais aussi par les collectivités locales qui se disent, mince, nos bibliothèques, il faut pas qu'on les laisse tomber, elles ont quand même un rôle à jouer malgré qu'on s'en occupe pas. Donc il y a un réveil un petit peu électrique qui se fait. On voit émerger des entités beaucoup plus importantes par rapport aux autres, qui vont être un peu les entités qui vont être le haut du panier. Vous avez dans votre panier toutes les bibliothèques, qu'elles soient scolaires, universitaires, tout ce que vous voulez. Et le haut du panier, le bas du panier, ça va être tout ce qui est bibliothèque scolaire et d'association. Et le haut du panier, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est bibliothèque universitaire. Ça va être les bibliothèques municipales, les bibliothèques départementales et la BNF, l'ancienne BN qui va devenir la BNF. Voilà, si vous prenez un panier, voilà un peu comment on peut se le représenter. Les bibliothèques, pour pouvoir rester dans ce haut du panier, ces bibliothèques-là, pour pouvoir rester dans le haut du panier, elles vont devoir se mettre au numérique, c'est ce que je vous disais, pour notamment en mettant soit la totalité de leur catalogue, soit une partie. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tous ne mettent pas la totalité de leur catalogue? La réponse est assez simple. Beaucoup d'ouvrages, beaucoup de revues, beaucoup de documents, même de journaux, sont beaucoup trop abîmés pour être numérisés. On ne peut pas les numériser sans détériorer le support. Ça peut paraître évident, mais peut-être pas forcément. Il y a beaucoup de technologies, mais ça ne peut pas marcher. Moi-même, quand je faisais mes travaux, il y avait des documents qui n'étaient pas numérisables parce que trop abîmés. Ça, par contre, je sais que je peux en parler sans souci. Ce format informatique des catalogues ne va pas forcément s'arrêter là. On va chercher aussi à multiplier les offres documentaires, principalement en ligne. En mettant en ligne pas seulement des ouvrages scientifiques ou des revues, on va mettre des revues régionales, ou des journaux régionaux aussi. On va mettre, on va inclure de la presse, on va inclure beaucoup de choses. En fait, on va multiplier les services pour que la bibliothèque soit le plus attractive possible. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier aussi les manifestations culturelles. Je vous prends l'exemple, par exemple, de la médiathèque Cabanis. Vous aviez à Cabanis, par exemple, au mois de février, vers les alentours du 14 février, une exposition sur Batman, par exemple, sur les œuvres de Batman, l'évolution de Batman. Vous aviez, par exemple, à l'UT2J Jean Jaurès,
des expositions assez fréquentes sur des travaux en archéologie ou des choses comme ça. En fait, on va rendre le plus possible les bibliothèques, telles qu'elles soient, le plus attractives possible pour attirer le plus de monde et un public beaucoup plus large. Au niveau des dates, on peut en noter quelques-unes. On peut noter par exemple qu'à partir aux alentours des années 30, on va commencer à nommer des bibliothécaires, mais pas des bibliothécaires territoriaux, des bibliothécaires d'État, c'est-à-dire qu'ils vont travailler plus pour l'État, notamment dans les écoles, que pour la territorialité. Après la Seconde Guerre mondiale, on va commencer à mettre des structures beaucoup plus solides, notamment au niveau de la formation. Alors, il y avait déjà le cas des bibliothécaires d'État. Donc, ces bibliothécaires d'État, ils travaillaient pour l'État, pas forcément pour la territorialité, mais pour l'État. En fait, cette distinction va se faire sentir quand moi, je m'en suis aperçue en postulant pour concours. Vous avez le bibliothécaire qui va travailler pour les écoles et celui qui va travailler pour la territorialité. C'est deux concours différents que vous ne passez pas au même endroit, ni par la même chose. Donc, après par rapport aux structures, on va avoir en 45 la création du ministère de l'Éducation, d'un côté, et de l'autre côté, la création de la direction des bibliothèques de France. Cette dernière va devenir par la suite la direction des bibliothèques et de la lecture publique, qui dans un premier temps va être dirigée par les administrateurs de l'ABN, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale, puis qui eux-mêmes dirigent, on va dire, les bibliothèques publiques, comme par exemple les BU, par exemple, et qui va rebasculer en 81, qui va être administré, qui va être confié, on va confier au ministère de la Culture en 81. Le ministère de la Culture qui est tenu par Jean Gattegno. Et là, vous allez me dire, putain, c'est compliqué ton truc. Oui, c'est compliqué. En fait, la direction de la lecture publique était au premier abord dirigée par les administrateurs de la BNF, on va dire la BNF, ce sera plus simple, qui eux-mêmes dirigeaient, la lecture, disons que la directive de la lecture publique, ce sera peut-être beaucoup plus simple, dirigeait plutôt les bibliothèques de la lecture publique, dirigeait les bibliothèques publiques. En fait, là c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. La direction de la lecture publique était chapeautée sous tutelle de la BNF. Mais cette direction avait la charge des bibliothèques publiques. Voilà, c'est plutôt ça l'ordre. Même pour moi, c'est compliqué. Mais pour faire les choses simples, la direction de la lecture publique passe des mains des administrateurs de la BNF vers le ministère de la Culture, où elle y est toujours à l'heure actuelle. C'est toujours le ministère de la Culture qui s'en occupe, qui a du moins un œil sur cette direction. Après 1985 et les lois de décentralisation, la direction du livre et de la lecture a une responsabilité vis-à-vis du patrimoine. Elle a en plus le côté patrimonial à charge. Concernant les lois de décentralisation, je vous invite à faire vos propres recherches. Mais disons que c'est en fait ça avait pour but de confier des responsabilités à des administrateurs locaux principalement. La loi de décentralisation date de 82 si ma mémoire est bonne et j'ai vu qu'elle avait été complétée en 85 et 86.
Donc voilà, je sais que c'est un gros sac de nœuds cette histoire de direction, mais dans la barre d'infos, je vous mettrai en fait l'explicatif, ce sera même beaucoup plus simple. Concernant la formation des bibliothécaires eux-mêmes, en 1932, on veut une forme d'unification un peu du recrutement des bibliothécaires. On veut que des professionnels, on ne veut plus d'intellectuels ou de je ne sais qui sont de l'extérieur et qui ne dirigent les bibliothèques sans connaître les rudiments. On a vu précédemment que l'école des chartes avait été créée et qu'il y avait un certificat d'aptitude pour pouvoir travailler en bibliothèque. Mais comme je voulais aussi également expliquer, cela a été beaucoup plus poussé justement au XXe siècle. Comment ça a été poussé? Tout simplement en instaurant un diplôme, un diplôme de technique de bibliothèque, donc ça veut dire un diplôme beaucoup plus supérieur que le certificat d'aptitude, et la création d'une école nationale des bibliothécaires en 63. Cette école deviendra par la suite l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothécaires en 92, donc ça veut dire 63, 92, où on va principalement former les conservateurs et les bibliothécaires. Conservateurs d'État et territoriaux. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez d'un côté le recrutement bibliothécaire d'État et territorial. Là c'est pareil aussi pour les bibliothécaires territoriaux et d'État. C'est un peu la même chose. Et un diplôme universitaire. Au XXe siècle, concernant les bibliothèques nationales, ce qui caractérise un peu les bibliothèques nationales, c'est un problème récurrent de place. On manque cruellement de place, les locaux sont trop petits. On constate également une insuffisance au niveau des collections. Enfin, non, c'est moi qui me mélange. On a une place insuffisante, mais un accroissement des collections. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Plus un accroissement du dépôt légal. Donc vous prenez un cube et vous le bourrez jusqu'à ce qu'il explose. C'est ça en fait, les bibliothèques nationales. Ce qu'il faut retenir pour les bibliothèques nationales, c'est ce côté, on va dire, ce côté engorgement. Mais aussi, il faut retenir la création de la BNF, cette fameuse BNF que nous connaissons, que tous les chercheurs, enseignants et étudiants connaissent, et où on a plaisir à chercher nos documents quand on en a besoin. La BNF est née en 94. La BNF est née de quoi? D'une fusion. Alors oui, je dis le mot fusion, alors que le mot fusion est un peu tabou la plupart du temps. Elle est née d'un mariage, on va dire, de l'établissement public de la Bibliothèque de France et de la Bibliothèque nationale. Donc, on marie et voilà, ça fait un joli couple. Toutefois, même s'il y a ce mariage, ces dernières gardent les mêmes missions fondamentales, qui sont notamment la collecte, le catalogage et la conservation, plus la mise en œuvre, plus le souhait de rendre le plus possible accessibles les collections au plus grand nombre. Concernant les bibliothèques universitaires, ces dernières, le problème qu'elles ont, c'est pas qu'elles ne veuillent pas progresser, c'est pas qu'elles ne veuillent pas évoluer, mais c'est que ces dernières vont de pair avec l'évolution des universités, d'où le fait que leur évolution est très lente, notamment au XXe siècle. On a un problème, le problème en fait d'effectifs. Les effectifs des universités grossissent énormément, mais aussi on constate un accroissement de leur implantation. Mais c'est plus un problème d'effectifs en vrai, notamment après 45. En 60, on met en place une espèce de grand programme de construction qui va se situer sur une quinzaine d'années.
où on va avoir un budget, un développement du budget qui va être colossal, où on va prévoir notamment un budget, notamment au niveau du fonctionnement de ces universités, mais aussi au niveau des professionnels. Alors, les plans de construction des bibliothèques, c'est quand même une bonne chose, ça va permettre à des bibliothèques universitaires beaucoup trop vieilles de se rénover. Mais pourquoi ça va de pair également avec les universités? Parce que tout simplement, au XXe siècle, on va avoir des universités toutes jeunes qui vont se créer. On peut prendre le cas de Nanterre, par exemple, qui a été créé pour désengorger la Sorbonne, parce que la Sorbonne était trop pleine et il fallait faire quelque chose pour désengorger. Donc on a créé Nanterre, par exemple. Par la suite, au niveau de l'organisation des bibliothèques, on a quoi? On a on va dire, une espèce de mise en place ou de mise en fonctionnement dans les années 60 et 80, notamment fin des années 80. On va avoir un souhait de mettre en place les fonds en accès libre, mais on va aussi chercher à classer ces fonds avec une méthode décimale. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? La méthode décimale, c'est tout simplement la méthode Dewey, la méthode Dewey, ce que l'on connaît à l'heure actuelle. La méthode Dewey est une méthode décimale de classification dans les dans les bibliothèques. On va retrouver à la fac, on va retrouver dans n'importe quelle autre bibliothèque. C'est en fait une classification par classe, sous-classe et compagnie. Les bibliothèques universitaires sont organisées par section. Si vous allez par exemple à la bibliothèque de Capitole ou de Jean Jaurès, vous allez voir que c'est fait par section et même par étage, où on va voir on va constater une forme d'abord de ralentissement de la fréquentation et de ces utilisateurs, puis un boom dans les années 70. On va voir une augmentation des utilisateurs, mais aussi une augmentation des surfaces, notamment justement avec ces fameux plans de construction où les bibliothèques vont s'agrandir, vont se rénover, vont être plus fonctionnelles, plus agréables et peut-être moins austères aussi. Toutefois, même si c'est une bonne chose que les bibliothèques universitaires pop en même temps que les universités, elles sont toutefois assez mal contrôlées et assez mal organisée, notamment parce que la documentation est pas forcément bien renseignée, elle est dispersée un peu partout, et surtout mal signalée. La documentation est mal signalée. Donc on veut faire des efforts pour cataloguer, pour revoir un peu les méthodes, tout ça, mais c'est pas encore ça. Manque de bol, c'est pas encore ça. En 82, on va avoir une création assez importante qui est ce qu'on appelle le CADIS. Le CADIS, c'est quoi? Ce sont les centres d'acquisition, de diffusion de la formation scientifique et technique. Donc, on le croise un moment ou un autre quand on fait des études universitaires. Ils sont chargés principalement de regrouper la documentation spécialisée dans une discipline donnée. Donc, si c'est l'histoire, la géo ou je ne sais quoi, ils ont pour but de réunir toute la doc possible. En 85, on assiste aussi à la création d'un service commun de la documentation qui est placé sous l'autorité directe du président d'université. Donc, c'est le président d'université qui va s'occuper justement de ce genre de choses. En 89, on va avoir un certain nombre d'enquêtes qui vont être menées. Notamment, on va avoir la publication ce qu'on appelle du rapport Miquel, qui permet notamment une remise en cause, générale en fait des bibliothèques universitaires, qui amène notamment à la création de nouveaux postes de bibliothécaires, donc bingo, et à la multiplication par 6 des crédits de fonctionnement.
C'est-à-dire que on va faire en sorte que les bibliothèques fonctionnent le mieux possible et fonctionnent mieux que ce que ça avait été jusqu'à présent. Donc en fait, on va revoir un peu tout le pataquès qui avait été fait jusqu'avant. Enfin, tout le pataquès qui avait été fait avant et surtout remettre un peu de l'ordre dans ce qui ne fonctionnait pas. Les crédits, notamment, c'est surtout des financements. Donc ça veut dire que les bibliothèques vont pouvoir faire des acquisitions plutôt plus importantes, plus intéressantes de documents des fois uniques, des fois difficilement trouvables, pour que les étudiants puissent en profiter et surtout puissent étudier. On assiste notamment à la mise en place d'un catalogue collectif des documents. C'est un petit peu ce que l'on a au niveau d'Archipel, c'est-à-dire un catalogue qui est commun aux universités de Toulouse ou de Haute-Garonne, notamment. On va voir aussi une extension du catalogue collectif national des publications en série. Ça, par contre, c'était un catalogue que je connais pas forcément, mais qui était opérationnel à partir de 53, donc je vous invite, si ça vous êtes curieux, à aller faire un petit tour. On va voir aussi le catalogue national des thèses. Donc ça, c'est pas plus mal si on va avoir accès à des thèses intéressantes, pas forcément faciles à trouver. D'ailleurs, le catalogue des thèses, je pense qu'on peut le trouver assez facilement. Pour avoir de mémoire, il me semble que j'avais réussi à le trouver. Donc je pense qu'il se trouve relativement facilement si ça n'a pas changé. Pour en revenir aux enquêtes, on a notamment le schéma Université 2000, donc qui a été demandé, où les collectivités territoriales apportent, on va dire, un petit bakchich, petit chèque de 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros, c'est joli, mais c'était 32 qui étaient prévus. Donc, où sont passés les 16 milliards d'autres, on se le demande. Peu importe. Pour en revenir aux créations utiles et intéressantes qui ont été faites pour justement les étudiants, nous avons la création du SUDOC en 2000. Le SUDOC, c'est le cran au-dessus d'Archipel. Pour ceux qui, là, je m'adresse surtout peut-être aux étudiants toulousains, mais pour ceux qui connaissent Archipel, c'est le cran au-dessus. C'est-à-dire que Archipel, c'est bien, SUDOC, c'est mieux. Voilà. C'est un catalogue collectif qui permet l'identification et la localisation des ouvrages. Ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Mais aussi des documents monographiques, des périodiques, des thèses. Donc, c'est un catalogue qui est encore plus riche qu'Archipel ou ce genre de choses. Ou même Tolosana, c'est un catalogue qui est extrêmement riche. Ensuite, pour finir cette partie justement sur le XXe siècle, on va regarder un peu du côté des bibliothèques municipales et départementales. C'est-à-dire ce qui est un peu plus proche, on va dire, du public lambda. On quitte le spécialisé pour aller dans le plus lambda. Concernant ces dernières, on peut noter des créations juste après la Première Guerre mondiale, notamment avec le comité américain pour les régions dévastées, donc juste après la Première Guerre, où on va voir la création des 5 premières bibliothèques pour enfants, les 5 premières bibliothèques pour enfants, ce qu'on va appeler pour de l'or joyeuse, qui sont inaugurées en 1925. Donc ça a été créé un peu, juste après la Première Guerre, juste après les Alliés. Alors, me demandez pas trop, en fait, parce que même pour moi, c'est très compliqué à comprendre. De 1923 à 1925, on a des cours de formation sont donnés justement par les membres de ce comité. Donc, ça veut dire qu'on veut former les gens pour s'occuper justement de ces bibliothèques pour enfants. Donc, c'est vraiment des bibliothèques spéciales pour les enfants. Le CARD, c'est comme ça que ça s'appelle, veut une bibliothèque gratuite. Déjà, bibliothèque gratuite, c'est une nouveauté parce que les bibliothèques sont toujours payantes. Ouverte notamment aux enfants, avec des documents accessibles et d'un personnel qualifié. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des ouvrages pour les enfants selon leur âge et un personnel qui sache à peu près de quoi
quelles sont les choses les plus adaptées en fonction de l'âge. On les retrouve dans les grandes médiathèques, par exemple, avec les sections pour enfants. Beaucoup de bibliothécaires connaissent plus ou moins les documents, les ouvrages adaptés en fonction de chaque âge, et même c'est souvent très classé par âge. À partir de 45, donc là, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, l'État va inciter les municipalités à développer des établissements adaptés, c'est-à-dire des établissements adaptés par rapport aux bibliothèques. C'est-à-dire qu'on encourage la municipalité à créer de nouvelles bibliothèques municipales. On veut pousser un peu plus loin la chose en créant davantage. Le plan Pompidou, qui est un plan de développement, veut développer encore plus la lecture publique à partir de 67, notamment pour donner une forme de dynamisme et de crédit à la lecture publique. C'est-à-dire qu'on veut pousser les gens à aller à la bibliothèque, à lire, à s'instruire, et ce sera surtout en fait les enfants plutôt qui seront ciblés. On va mettre énormément l'accent, que ce soit surtout pour les municipales et aussi mais peut-être moins pour les départementales, mais plus pour les municipales. On va mettre énormément l'accent en fait sur l'instruction des enfants, beaucoup. On va créer des bibliothèques pour enfants, déjà. Ça, c'est ce qu'on a vu au 19e siècle, où on va commencer à s'en soucier. On va vouloir en créer davantage. Donc, ça, c'est ce qui n'est pas plus mal. Pardon. On va vouloir que les bibliothèques aient dans la mesure du possible des sections pour enfants. Donc, on cible vraiment les jeunes, les enfants. Alors enfants, tout dépend l'âge, mais on va vraiment cibler les jeunes pour le coup, notamment en amenant des éditions pour jeunesse qui sont en plein essor dès les années 70, mais même un peu avant. Avec des documents en accès libre, mais aussi avec l'apparition de ce qu'on va appeler des discothèques, pas les discothèques pour danser, qu'on se le dise, et aussi des vidéothèques. Les discothèques, ça va être déjà dans les années 80 avec les disques, bien sûr, mais ça va être toutes les parties avec les CD, beaucoup. Si vous allez par exemple à Cabanis, je vais prendre à Cabanis, mais ne m'en veuillez pas parce que j'ai été en stage là-bas. Si vous prenez Cabanis, vous avez au 3e étage, si ma mémoire est bonne, vous avez une grosse partie, musique, où vous avez justement beaucoup de CD, pas mal de musique. Donc oui, c'est ce qu'on peut appeler une discothèque. Et vidéothèque, ça va être tout ce qui est DVD et compagnie. En 81, sous l'impulsion de Jean Cattegno, notre fameux ministre de la culture, il a une idée intéressante, le bonhomme. Il veut inciter l'État à financer il veut inciter l'État. Il veut que l'État plutôt, et il veut inciter l'État, je vais y arriver, à financer les municipalités pour qu'elles construisent un peu plus de bibliothèques. C'est pas logique, je sais. En fait, il veut tout simplement que l'État donne des sous aux municipalités pour qu'elles puissent construire des bibliothèques, tout simplement. On va dire la chose comme elle est. En 86, vous avez, ce que je vous ai expliqué, le volet complémentaire de la loi de décentralisation qui a d'abord eu lieu en 82, qui a été complétée 85 et 86. Cette loi de décentralisation ne change pas grand-chose en fait dans les fondements dans les fondements de ces bibliothèques, n'ont pas apporté grand-chose, notamment avec l'instauration je vais y arriver, d'un concours particulier qui de la dotation générale de la décentralisation. Enfin,
disons que ça ne change rien. Pour dire la chose comme elle est, ça change pas grand-chose. En bref, il n'y a pas forcément de modification en soi. On comprend vite, à partir des années 80, que la bibliothèque n'est plus forcément un lieu de savoir, c'est aussi un lieu où la place culturelle se fait de plus en plus fréquente. Donc on a une prise de conscience déjà préalable de la place des bibliothèques de façon générale au XXe siècle, avec la construction, avec des constructions, avec le numérique et tout, mais on commence un peu, c'est même après, c'est après la Seconde Guerre, mais c'est peut-être plus vrai dans les années 80, où on va comprendre que oui, il faut intégrer les bibliothèques non plus dans une question de savoir, mais aussi dans une question de, je vais y arriver, dans une question aussi de culture. C'est un peu dans ce cas-là c'est pour ça qu'on va développer ce qu'on va appeler bibliothèque municipale à vocation régionale. Concernant les bibliothèques départementales, ces dernières, je perds mes notes, ces dernières vont connaître un peu une espèce de petite modification, notamment en 86, avec la création des bibliothèques de prêt, de bibliothèques départementales de prêt. Donc on retrouve ça chez municipal, là on le retrouve aussi chez départemental. Ces dernières, elles ont un fonctionnement, elles ont un rôle notamment dans les dépôts de livres de la commune. C'est-à-dire que c'est chez elles qu'on va déposer tous les livres qu'on a en trop, tous les livres qui ne sont pas, on va dire, qui sont soit trop anciens, soit qu'on souhaite garder à l'abri. Enfin, ça va servir surtout de grands greniers, en vrai. Ça a toujours été un peu la fonction du département, de la départementale, de la bibliothèque départementale de prêt. C'est le cas un peu pour tout. C'est vraiment un grand dépôt, en vrai. En 1970, on va avoir une idée pas bête. Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales ne sont pas forcément toujours à portée de main et ne sont pas toujours, on va dire, à proximité des habitations. Vous avez des endroits en France où il n'y a pas forcément de bibliothèque à proprement parler, où il n'y a pas forcément de quartier. Et dans les années 70, on va mettre en place le système de bibliobus. On a tous, plus ou moins, quand on était petit, on est tous plus ou moins allés au bibliobus, c'est-à-dire cette espèce de grand camion où on a des bibliothécaires, mais aussi c'est comme un bibliothécaire, mais aussi comme un grand camion avec des étagères, des livres et tout ça. Ça, c'est un peu pour essayer de desservir le plus possible les endroits où il n'y a pas de bibliothèque présente. Les bibliothèques publiques d'information, la seule qu'il y a, elle est à Paris au niveau du centre Pompidou, si j'ai bien vu sur la carte. C'est une bibliothèque qui a eu un énorme succès dès son ouverture. On retrouve des collections d'encyclopédies et multimédia assez intéressantes et très souvent renouvelées, donc ça bouge énormément. Tout ce qu'on y trouve est en libre accès, mais ce n'est malheureusement pas empruntable. Contrairement au reste, ce n'est pas du tout empruntable. Après, c'est une petite particularité, mais c'est une bibliothèque qui est relativement à part. Concernant les bibliothèques scolaires, c'est-à-dire le bas du panier que je vous expliquais tout à l'heure. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a vu un fort engouement pour le développement des bibliothèques scolaires, mais qui va avoir tendance à chuter. Voilà. Ces dernières, après la Seconde Guerre, vont créer des relations, notamment avec les bibliothèques, avec par exemple les bibliothèques municipales. Ça veut dire que, elles connaissent un déclin, donc il faut bien avoir des soutiens quelque part. Logique. Ces bibliothèques ont une vocation principalement d'éducation. Plus que de culture, c'est surtout d'éducation.
C'est pas forcément des bibliothèques qu'on trouve dans toutes les écoles, et c'est pas forcément des bibliothèques qui sont toujours très fournies. À partir de 1984, le ministère de l'Éducation nationale va demander l'installation de bibliothèques ou de centres documentaires, comme on appelle ça, bibliothèques, centres documentaires. Ce sont les bibliothèques d'école, tout simplement. C'est exactement la même chose, mais c'est juste que le vrai nom, c'est bibliothèque, centre documentaire. Dites-moi si dans les commentaires, si les bibliothèques que vous avez connues à la primaire, ça ressemblait à des centres documentaires. Moi, en tout cas, c'était pas le cas. Ce sont des bibliothèques qui fonctionnent un peu... Alors, comment le dire? Qui fonctionnent un peu selon la motivation des équipes pédagogiques, principalement. Et des moyens que la commune veut bien leur donner. Donc, c'est des bibliothèques qu'on a créées parce qu'il en faut dans les écoles. Mais c'est des bibliothèques qui sont vraiment pas excessivement alimentées, pas essentiellement fournies. Il y a des éditions qui datent de quasiment, on sait même plus quand, même avant notre naissance. Donc c'est des bibliothèques qui sont un peu laissées de côté. Je sais pas si vous, dites-moi en commentaire justement si vous vous souvenez de comment était celle de votre école ou si vous en aviez au moins une. Moi je sais que j'en avais une, mais c'était pas la bibliothèque la plus fournie du monde. Depuis 89, et là je parle peut-être à des gens, je parle peut-être à quelque chose de peut-être plus récent, on voit l'apparition de ce qu'on appelle nous des CDI. Les CDI, ce sont des centres de documentation et d'information, donc CDI, voilà, qui sont obligatoires dans l'ensemble des établissements secondaires. Ce sont des lieux de ressources où on pouvait emprunter des livres, lire, tout ça, faire nos devoirs. C'était des lieux où on pouvait être tranquille. La petite différence, peut-être avec justement, par exemple, les universités ou tout le reste, c'est que ce que nous appelions des bibliothécaires, à l'époque, ce sont en fait des gens, ce sont des professionnels, certes, mais qui ont la petite particularité, c'est qu'ils ne passent pas à concours territorial ou autre. Ils ont un CAPES de documentaire, c'est-à-dire qu'ils sont professeurs de documentation. C'est la petite différence entre ce que vous pouvez passer quand vous êtes bibliothécaire territorial et ce qu'ils passent eux. Ils ont pour le coup un CAPES documentaire. Ensuite, au niveau des autres bibliothèques qui sont, on va dire, dans le bas du panier, vous retrouvez tout ce qui est bibliothèque d'association, d'hôpital, de pénitentiaire. Vous retrouvez toutes ces bibliothèques qui font en fait un ensemble assez varié. Ce qu'il faut conclure pour cette vidéo et pour la fin de cette série, c'est quoi surtout, notamment pour cette vidéo? C'est qu'on va avoir une professionnalisation du métier de bibliothécaire de plus en plus poussée, avec des examens, des créations d'écoles, des créations d'écoles de structures adaptées, où ce ne sera plus en fait des gens, on va dire des érudits ou des choses comme ça qui vont, on va dire, travailler dedans. Ce seront vraiment des professionnels. On va avoir une certaine forme d'encadrement, de professionnalisation du métier qui fait du bien en fait. On va dire ça fait du bien de voir à quel point le métier de bibliothécaire a été encadré le plus possible. On va voir aussi un vrai souci, on voit aussi ce côté, il faut s'adapter aux nouvelles technologies, au numérique, notamment dans les bibliothèques, notamment au XXe siècle. Cela se fait de plus en plus sentir, ça se fait aussi de plus en plus sentir aujourd'hui, pour diverses raisons. Donc on va voir une certaine prise de conscience des pouvoirs publics et aussi du public lui-même, que la bibliothèque a une place importante dans la société et qu'il faut s'en soucier. Pour conclure l'ensemble de cette série, ce qu'on peut en dire, c'est que l'histoire de la bibliothèque et du bibliothécaire tend à évoluer au fil des siècles. On va passer de bibliothèques accessibles à une élite, à des gens ciblés ou même ouvertes à tout public, donc des bibliothèques qui vont se situer dans des temples, des églises, des palais, à des bibliothèques ouvertes à tous, où on va consacrer un endroit
un lieu spécialement pour ça, un lieu spécifique pour ça, et où la personne lambda peut aller. On va avoir aussi ce côté conservation du patrimoine, conservation du savoir qui ne va jamais être, qui ne va jamais se décoller justement de ce devoir, de cette structure, de ce devoir, de cette conscience du bibliothécaire et de la bibliothèque. Concernant la bibliothèque actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que la bibliothèque physique a été lourdement impactée par justement l'essor du numérique, l'essor d'Internet, que la mise, on va dire, la remise à niveau, la volonté de s'y mettre aussi a été longue. Le bibliothécaire a lui-même eu du mal, a eu du mal au fil des ans à se dire, maintenant, les gens, ils ont plus le temps d'aller en bibliothèque, ils n'ont plus le temps de consulter sur place, nous n'avons d'autre choix que de mettre tout notre catalogue en ligne, même si cela veut dire une baisse de la fréquentation du lieu. C'est un peu l'effet inverse, je dirais, parce que rien ne vaut se déplacer en bibliothèque, toucher les livres, lire dans un cadre de sociabilisation, de social, dans un cadre qui est un cadre apaisant et qui fait que la bibliothèque, pour beaucoup, va tendre à disparaître, mais elle ne disparaîtra jamais complètement, justement parce que cette dernière arrive à s'adapter tant bien que mal, mais elle arrive aussi à innover. Nous trouvons par exemple dans les bibliothèques, le réseau de Toulouse surtout, des appareils, des structures, mais surtout des appareils et des logiciels et des bases de données qui ont été créées justement pour les personnes handicapées, malvoyantes, sourdes, ou ce genre de choses, ou muettes. Il y a tout un tas de logiciels, tout un tas de choses qui ont été mises en place. Et rien que le fait cette adaptation prouve que la bibliothèque sait s'adapter et sait au contraire que son public est divers et varié et qu'il faut justement que ce public reste et que ce public justement puisse bénéficier de toutes les chances qu'il peut avoir, dont il peut bénéficier. Voilà, écoutez, mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur cette histoire des bibliothèques. Je suis désolée si par moments je suis un peu brouillon, mais je suis aussi très fatiguée, il faut pas m'en vouloir pour ça. J'espère que cette série vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, malgré les petits couacs des fois des explications, et j'en suis désolée d'avance. N'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et je vous mets la playlist et une autre vidéo sur le côté si vous avez encore un peu de temps pour aller m'écouter. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.